Vous êtes sur CCTV Français, bonjour à tous, on commence sans plus tarder avec les titres de cette émission. Dans le nord-ouest du Pakistan, les talibans attaquent des locaux officiels et font 23 morts et plusieurs dizaines de blessés. En Syrie, l'armée syrienne reprend des mains des rebelles le contrôle d'une base stratégique du nord du pays. Le Premier ministre irakien se rend à Ramadi, une ville hautement stratégique, récemment reprise des mains du groupe État islamique. Au Burundi, les violences se poursuivent de plus belle malgré les tentatives de médiation de ses voisins. Le ministère chinois du commerce présente les résultats du commerce extérieur de la Chine pour l'année 2015. À la une de cette édition, les talibans pakistanais ont revendiqué l'attaque d'un bureau du gouvernement dans le nord-ouest du pays. 23 personnes sont mortes et des dizaines ont été blessées. L'explosion s'est produite dans le district de Mardan, situé dans la province de Khyber Pakhtunkhwa. La police a rapporté qu'un homme a précipité sa moto bourrée de charges explosives sur la porte principale du bureau de l'autorité nationale de gestion des papiers d'identité, la NADRA. Les équipes médicales ont déclaré que les personnes blessées ont été immédiatement prises en charge et emmenées à l'hôpital. Les forces de police mènent actuellement les enquêtes sur les lieux de l'explosion. Jusqu'à maintenant, nous n'avons pas encore de témoins visuels pour confirmer les détails de l'explosion. Mais nous avons trouvé 2 chargeurs de balles vides sur les lieux de l'attaque, ce qui laisse présumer que le terroriste a d'abord ouvert le feu sur les gardes de sécurité pour pénétrer dans la cour principale. Et ce n'est qu'ensuite qu'il s'est fait exploser. Quand cela s'est produit, je sortais tout juste de la mosquée. Dès que j'ai entendu le bruit des explosions, je me suis précipité vers le bureau de la NADRA pour apporter mon aide. Et à ce moment-là, les gens étaient tous en pleurs. Certains étaient couchés par terre, tandis que les autres couraient. Nous avons ensuite commencé à prendre en charge les victimes. Nous voulions les envoyer le plus rapidement possible à l'hôpital. Et un peu plus tard, les ambulances ont fini par arriver. Les troupes syriennes poursuivent leur avancée vers une ville stratégique située dans la province de Deraa, après avoir repris le contrôle d'une base militaire située à proximité. L'armée syrienne a déclaré qu'elle avait repris le contrôle de l'une des bases les plus importantes du nord du pays, située dans la ville de Sheikh Maskin, encore sous le joug des forces rebelles. La ville avait été prise au début de l'année. Cette prise a sérieusement menacé la sécurité des routes pour l'approvisionnement vers le sud. L'offensive de l'armée sur la ville de Sheikh Maskin fait partie des premiers grands assauts lancés dans le sud de la Syrie depuis le début de la campagne de frappes aériennes russes, lancée le 30 septembre dernier en soutien à son allié de toujours, le président Bachar al-Assad. La reprise de ces différentes villes stratégiques consolidera les positions de l'armée au sein de cette région lourdement protégée et est censée créer une ligne de défense du sud pour protéger la capitale, Damas. Dans une montagne syrienne surplombant un fief rebelle, une unité de l'armée a décidé de tirer le meilleur d'une situation mauvaise. La période des fêtes se poursuit en Syrie malgré la guerre civile. Rendons-nous sur une ligne de front pour assister à une fête de Noël particulière. Ici, dans la banlieue de la capitale syrienne, les enjeux sont élevés. Un simple manque d'attention peut faire la différence entre la vie et la mort. Le capitaine Samer est le commandant de ce poste de l'armée syrienne. Les unités au sol combattent un groupe rebelle du front Al-Nosra, affilié à Al-Qaïda. Nous surplombons la ville de Douma et la zone de Ghouta à l'est. Les 2 zones sous son contrôle des terroristes. Nous fournissons assistance à nos unités de combat qui attaquent les terroristes dans toutes les directions. Mais les rebelles ont eux aussi des obus. La guerre n'a pas de répit. Ce qui n'a pas empêché les soldats de trouver le moyen de célébrer l'esprit des fêtes. Dans l'esprit du nouvel an, espoir et paix, nous avons rassemblé les débris d'obus qui ont été tirés sur nous
pour en faire un arbre de Noël. Certains de ces soldats, tels Issa, ne sont pas rentrés chez eux depuis 4 ans. Sa mère et ses deux sœurs vivent dans un territoire contrôlé par Daesh. L'arbre est le moyen de rendre le champ de bataille moins dur à supporter. J'ai vu pour la dernière fois ma famille en 2012. Les terroristes ont pris ma ville et je n'ai pas pu y retourner. Mais j'envoie chaque mois mon salaire à ma famille. Nous faisions un dîner pour le nouvel an, mais désormais ma famille est ici, sur la montagne. J'aime l'idée de l'arbre. C'est un message d'espoir pour tous les Syriens, chrétiens et musulmans. Mais rapidement, la réalité reprend le dessus. La guerre fait rage. Les fêtes sont de courte durée pour ces soldats. Le Premier ministre irakien Haider al-Abadi s'est rendu hier dans la ville de Ramadi, qui vient d'être libérée par l'armée irakienne, alors qu'elle se trouvait sous le contrôle du groupe État islamique. Un commandant irakien a déclaré que le Premier ministre avait d'abord rencontré des responsables provinciaux et militaires pour faire le point sur la situation. Ramadi est la capitale de la province d'Al-Anbar. Elle est tombée aux mains de Daesh en mai dernier, ce qui avait constitué un revers majeur pour l'armée irakienne et la coalition américaine. À Ramadi, devant des journalistes, Haider al-Abadi s'est engagé à vaincre Daesh et à reprendre toutes les zones contrôlées par les djihadistes en Irak. Nous félicitons tout le peuple irakien et si Dieu le veut, nous allons chasser Daesh et les poursuivre d'un quartier à l'autre. Puis nous allons élever ce drapeau et purger cette terre de chaque membre de Daesh. Nous disons à la population de Ninive, à la population de Mossoul, que nous venons libérer de Daesh et que Daesh sera vaincu, comme il a été ici à Ramadi. Ils ont dit qu'ils allaient se battre pour Ramadi, mais ils ont eu peur. Ils ne se sont pas battus et ils ont fui. Et la plupart d'entre eux ont tous été tués. Lors des frappes aériennes menées le mois dernier, la coalition menée par l'armée américaine a tué une dizaine de membres importants du groupe État islamique. Parmi eux figuraient des individus en lien direct avec les attaques de Paris. Un porte-parole de l'armée américaine a déclaré que Sharaf El-Moudan, de nationalité française, a été tué dans les frappes aériennes menées le 24 décembre dernier. El-Moudan était un terroriste du groupe État islamique basé en Syrie, en lien direct avec Abdelhamid Abaoud, le cerveau présumé des attaques coordonnées qui ont ensanglanté Paris le 13 décembre dernier. Selon toute vraisemblance, El-Moudan planifie encore de nouvelles attaques dans les pays occidentaux. Les États-Unis ont indiqué qu'un navire transportant plus de 1100 kg d'uranium faiblement enrichi avait quitté l'Iran lundi pour la Russie, ce qui marque la volonté de l'Iran d'honorer l'accord sur le nucléaire du 14 juillet dernier avec les principales puissances dont les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Chine, la France, la Russie et l'Allemagne. L'Iran prend des mesures auxquelles il s'est engagé pour prouver au monde que son programme nucléaire est et restera exclusivement pacifique. Et alors que nous n'en sommes pas encore à la mise en œuvre, les premiers pas pris nous rassurent, nous et nos alliés, de façon concrète et mesurable. Donc l'une des étapes les plus importantes a eu lieu plus tôt aujourd'hui, quand un bateau est parti d'Iran pour la Russie avec plus de 25 000 livres de matériaux d'uranium faiblement enrichis. En vertu de l'accord décisif sur le nucléaire, certaines des sanctions américaines, de l'UE et des Nations Unies sur le nucléaire seront supprimées en échange pour l'Iran d'accepter des réductions à long terme sur le programme nucléaire que l'Occident a longtemps suspecté de viser à la création d'une bombe nucléaire. Un point clé de l'accord est l'engagement de Téhéran de réduire ses réserves d'uranium faiblement enrichies en dessous des 300 kg. Et avec une mise en œuvre totale, l'accord sur le nucléaire est supposé écraser le temps dont l'Iran aurait eu besoin pour fabriquer une seule bombe nucléaire à environ une année au moins. La Cour suprême israélienne a réduit la sentence de l'ancien Premier ministre israélien Ehud Olmert de 6 ans à 18 mois. Olmert a été condamné l'année dernière pour avoir accepté 160 000 $ de pots de vin en lien avec un accord immobilier à Jérusalem, alors qu'il était maire de la ville. Un mandat qu'il a effectué de 1992 à 2003, et il fut Premier ministre de 2006 à 2009. Olmert sera le premier chef du gouvernement israélien à être emprisonné. Selon de récents rapports de la juridiction de Jérusalem, il débutera sa peine de prison le 15 février prochain. Le Burundi est toujours aux prises avec des scènes de violence qui scandalisent ses voisins.
L'Ouganda tente actuellement de réunir les parties en présence pour leur imposer des pourparlers. Les premiers pourparlers de ce type depuis 5 mois. Et là encore, le président joue le rôle de médiateur. Les voisins du Burundi disent clairement qu'ils en ont assez de la violence quotidienne qui sévit dans ce pays. Les Africains doivent arrêter de se comporter comme des clowns. Ces tueries extrajudiciaires doivent cesser. J'en appelle à vous. Les deux camps doivent s'asseoir à la même table pour trouver une solution politique de façon à épargner à la population les souffrances qu'elle endure. Le Burundi connaît des troubles depuis que le président Nkurunziza a déclaré en avril dernier qu'il se présenterait pour un 3e mandat. Des centaines de personnes ont été tuées, beaucoup exécutées, parmi elles de nombreux opposants au président. Plus de 200 000 personnes ont fui dans les pays voisins. Les délégués représentant l'opposition à Nkurunziza disent leur optimisme concernant les pourparlers. Je pense que tout le monde veut un Burundi stable, un pays où tout le monde peut rentrer chez lui et se sentir en sécurité. La gouvernance doit être améliorée pour trouver des solutions aux problèmes que nous connaissons. Espérons que ces pourparlers puissent générer un climat de confiance et un bon environnement pour la politique et les affaires dans tous les domaines. Les premiers signes ne sont pourtant pas encourageants. Ces pourparlers sont censés définir les bases du sommet d'Arusha la semaine prochaine. Les représentants du président Nkurunziza disent ne pas vouloir y participer. Ni le lieu ni la date n'ont été trouvés avec facilité. En fait, j'ai consulté le facilitateur ce matin à qui j'ai dit que l'endroit et la date ne feraient pas l'objet de consultation. Nous ne sommes pas d'accord. Je peux le dire, le gouvernement du Burundi n'a pas accepté de se rendre à Arusha à cette date prévue. Si les pourparlers échouaient, l'Union africaine propose d'envoyer 5000 soldats de maintien de la paix. Le gouvernement du président Nkurunziza a rejeté cette idée, parlant d'une force d'invasion. La première dame du Japon, Aki Abe, a déclaré qu'elle a à nouveau visité le sanctuaire controversé de Yasukuni à Tokyo. Celui-ci honore les millions de Japonais morts pendant la guerre, dont plusieurs militaires de haut rang et des politiciens reconnus coupables de crimes de guerre à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale. Lu Kang, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a déclaré que le gouvernement chinois espère que le Japon pourra respecter sa parole sur les questions relatives à son histoire pendant la guerre. La position chinoise sur les questions relatives au sanctuaire de Yasukuni est claire et cohérente. Nous pressons le Japon de considérer et de profondément se repentir de son histoire d'invasion, de dresser une frontière totale avec le militarisme et de faire des efforts sincères pour accroître la confiance mutuelle et pour procéder à la réconciliation avec ses voisins asiatiques. Quant aux problèmes relatifs à la correction de leur vision de l'histoire, nous espérons que le Japon reste fidèle à lui-même, respecte sa parole et soit cohérent. Le commerce extérieur chinois a maintenu sa bonne tendance en 2015 et réalise de bonnes contributions au développement économique général, selon le département du commerce extérieur du ministère chinois du commerce. Le commerce général, les entreprises privées et les produits électromécaniques ont connu une croissance positive à l'exportation. À notre satisfaction, nos entreprises privées ont surpassé les entreprises à investissement étranger dans les exportations du pays pour la première fois, de 7,3% en 2001 à 44,9%. Je veux insister sur le fait que les exportations sont responsables de l'emploi direct ou indirect de 180 millions de personnes et qu'elles créent 18% du revenu national. Citant des données de l'Organisation mondiale du commerce, le ministère a affirmé que les exportations chinoises étaient bien meilleures que celles de toutes les autres économies importantes de janvier à octobre, avec une part du marché international s'élevant de 12,4% en 2014 à 13,2% en 2015. De janvier à novembre, la baisse des prix du pétrole brut, du minerai de fer, du soja, du cuivre et des importations de gaz ont fait économiser 182 milliards de dollars, ce qui a permis aux entreprises de réduire leurs coûts et d'accroître leur compétitivité.
Le ministère dit que la Chine est la plus grosse nation commerciale du monde. Son volume d'exportation représente 392 milliards de dollars, soit davantage que la seconde puissance commerciale, les États-Unis. La Chine franchit une nouvelle étape dans la réforme de ses entreprises d'État. Les entreprises publiques sont désormais divisées en deux catégories, celles qui sont strictement commerciales et celles qui servent un but gouvernemental, comme l'électricité ou la santé. Les indications publiées par le ministère des Finances, la Commission nationale pour le développement et la réforme et la Commission de contrôle et d'administration des biens publics font suite à un projet publié en septembre. Le projet promettait de moderniser les entreprises d'État, d'améliorer la gestion des biens de l'État et de promouvoir les entreprises mixtes. Avec ces nouvelles directives, l'entrepreneuriat mixte est encouragé dans les deux types d'entreprises publiques afin de réduire la domination de l'État et d'assurer une meilleure gestion. Les autorités ont aussi promis de prendre de la distance et de laisser aux managers plus de liberté. La classification est la première étape de la réforme des entreprises d'État en Chine. Après cette classification, les entreprises publiques pourront établir leur stratégie de développement plus clairement et les autorités pourront les superviser grâce à des mesures plus claires. La réforme peut réduire les stocks et les problèmes de surcapacité. Les coûts d'opération en seront également réduits. De plus, la classification est cruciale pour réformer tout ce qui concerne l'approvisionnement en Chine. C'est dans la province du Hainan, dans le sud de la Chine, que le premier train à grande vitesse au monde a effectué le tour d'une île qui a été officiellement mis en activité. La ligne circulaire permet aux gens de voyager dans toute l'île de Hainan en un peu plus de 3 heures. La ligne fait 653 km de long et comprend 29 arrêts. Elle passe en partie le long de l'océan, offrant une vue charmante aux voyageurs. 13 trains parcourent actuellement cette ligne, permettant des horaires nombreux. Un billet de deuxième classe pour faire le tour complet coûte environ 150 yuan. La ligne ferroviaire traverse les 12 districts et villes de l'île et couvre presque tous les sites à visiter. Nous avons essayé d'éviter également tout désagrément à l'environnement dans les zones écologiquement sensibles. La Banque centrale de Chine a publié une réglementation détaillée sur les paiements en ligne émis par des institutions non bancaires visant à contenir les risques du secteur de la finance en ligne. Les nouvelles règles impliquent un enregistrement avec son véritable nom pour tous les comptes de paiement non bancaires. Tous les comptes seront classés en 3 catégories en fonction des différents niveaux de sécurité. Le montant des paiements par le biais de tels comptes pourra s'élever entre 1000 et 200 000 yuan par année. Mais les paiements effectués par le biais de plateformes bancaires ne seront pas restreints par ces normes. Les analystes estiment que cette politique vise principalement à éviter que d'importantes sommes d'argent ne soient placées en dépôt sur des comptes de paiement tiers qui sont au-delà de la protection des assurances de dépôt bancaire et laisseraient les consommateurs vulnérables quant à de possibles risques. Et en vertu des nouvelles réglementations en matière de paiement, les consommateurs se verront octroyer un quota annuel de paiement selon leur statut de détenteur d'un compte de crédit. Mais ces mêmes consommateurs sont davantage inquiets quant à savoir si les nouvelles règles vont porter atteinte à leur expérience consommateur. Découvrons ce que les régulateurs et les experts du secteur ont à nous dire. Les règles sur les quotas de paiement sont basées sur les réalités des paiements en ligne. Et cela sera révisé à l'avenir. Le point de base est que les règles n'affecteront pas l'expérience d'utilisation du consommateur, mais qu'à la place, les consommateurs seront assurés quand ils effectueront leurs achats en ligne ainsi que leurs paiements. Les nouvelles règles vont certainement ajouter quelque chose de différent à l'expérience de l'utilisateur, mais nous ne pensons pas que cela changera trop les méthodes de paiement existantes. L'essence de l'innovation financière réside dans la fourniture d'un meilleur service et d'une meilleure expérience aux consommateurs. Les nouvelles règles cherchent à établir un équilibre entre la gestion du risque et l'innovation financière. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Je vous retrouve tout à l'heure pour Afrique Info.